Merci de votre attention pour ces trois interventions. On va passer aux questions maintenant. Profitez donc des trois intervenants, enfin des deux intervenants qui sont là. Moi j'habite dans un immeuble, j'ai mis un stop pub sur ma boîte, alors ils mettent tous les pubs dans ma boîte, mais ils le mettent à côté. Donc, ça fait toujours autant de... Enfin ça en fait moins, mais ça en fait un peu moins. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est si les gens qui font les pubs prévoient cette diminution et si... Pour répondre, la réponse elle tient en deux entrées. La première, c'est d'imaginer la marge de manœuvre. Sur une population, il faut savoir qu'il y a 30% de gens qui adorent la pub et qui ne pourront pas s'en passer. Donc on ne va pas les priver. Ceux-là, il faut qu'ils puissent naturellement avoir accès à cette publicité. Parallèlement, il y a un tiers de publiphobes qui effectivement, à chaque fois qu'on leur bourre leur boîte, effectivement se disent mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est encore que cette affaire-là? Et puis il y a un tiers de gens qui s'en foutent complètement, pour qui ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors concrètement, sans rien faire, je dirais aujourd'hui, bon an mal an, on est entre 3 et 6% d'autocollants stop pub sur les boîtes. C'est-à-dire qu'on est très en dessous du seuil des 30% de publiphobes et très en dessous de la marge couvre peut-être ces 30% supplémentaires de gens qui effectivement s'en foutent un petit peu. Si on fait une campagne active en faveur du stop pub, je les montre parce qu'ils sont très beaux en plus, hein, ils sont en couleur, ils sont magnifiques. Ces toutes petites choses-là, effectivement, on sait passer à l'échelle d'1, 2 ou 3 ans sur la durée d'un plan de prévention des déchets, on sait passer de 5-6% au départ, j'ai envie de dire à 10, 12, 15% quand on est très bon. Hein, c'est-à-dire quand il y a vraiment une campagne soutenue, régulière, entretenue. Voilà. On reste en dessous des 30%, hein, je ne connais pas de collectivité qui atteint 30% au jour d'aujourd'hui. Ça reste un objectif à atteindre, hein. Mais avec un effort raisonnable, peu coûteux pour la collectivité, on sait passer à 15%. Or, l'engagement, il est négocié à l'échelle nationale, c'est-à-dire que on ne peut pas bourrer votre boîte si vous refusez la pub. Les collectivités sont en capacité d'obtenir des distributeurs de pub des contrats particuliers pour assurer la distribution de leurs produits, de leurs magazines, indépendamment de la pub. Bien sûr, ça peut avoir un léger coût, hein, mais tout ça c'est prévu, c'est cadré par un engagement pris par l'interprofessionnel des métiers de la distribution de la publicité. Alors comment est-ce que ça peut diminuer? Eh bien en fait, celui qui gère la distribution, la société, je ne sais pas qui c'est chez vous, Adrexo ou un autre, le distributeur de publicité non affranchi a devoir de fournir des chiffres honnêtes à la société qui lui passe une commande de distribution de publicité. S'il y a 6%, 7%, 8%, 15% de stop pub, on doit voir apparaître ces 15% de refus dans les chiffres territoire par territoire. Sur telle commune, le distributeur doit être en capacité de dire il y a tant de boîtes, dont tant de boîtes qui refusent la pub. Et en conséquence, eh bien, celui qui va, moi je sais pas, je suis monsieur Intermarché, je veux distribuer pour Noël un encart en couleur, et bien effectivement, si sur le territoire qui m'intéresse, il y a 15% de gens qui ne vont pas recevoir ma pub, je me dis ça veut dire qu'il faut que je mise aussi sur d'autres moyens de communication. Et c'est d'autant plus vrai que sur Dole, par exemple, un journal gratuit qui s'appelle Le Pays Dolois est dorénavant accessible par Internet. C'est-à-dire qu'il se développe d'autres moyens de toucher le public pour ceux qui ont vraiment besoin ou envie d'accéder. C'est des dépôts-ventes, enfin des dépôts-ventes ou des dépôts de gratuits, hein, puisque c'est souvent de la publicité gratuite, dans des lieux de passage, les magasins, les collectivités ou des lieux de vie, ou la mise en ligne sur Internet. Cet impact, il évolue, et il évolue d'autant plus vite que le seuil monte. Si on est à 3%, quantité négligeable, ça finit peut-être effectivement à la poubelle. À partir du moment où vous passez les 10%, je vous assure que c'est plus du tout quantité négligeable. Celui qui refuse la pub, de toute façon, il ne l'aurait pas lu. Donc du point de vue de monsieur Intermarché, ça ne m'intéresse pas, moi, d'imprimer des papiers qui vont finir à la poubelle. Donc si je sais qu'en ne distribuant pas dans les boîtes où il y a le stop pub, je ne perds rien en termes d'auditoire, hein, en termes de public, je suis très content. Hein, je gère au mieux, effectivement, mon investissement. C'est vrai que quand on visite le centre de tri, 50% du papier, c'est de la publicité.
Oui, c'est clair. Alors un autre élément à prendre en compte, toujours dans le cadre de la REP, on évoquait tout à l'heure cette responsabilité du producteur. Il faut savoir que le papier, les plis non adressés, ou ces fameuses publicités, sont aujourd'hui assujettis à une écotaxe. C'est-à-dire que le metteur sur le marché, celui qui va faire imprimer ces documents-là, verse une éco-contribution qui est versée à un organisme qui s'appelle Ecofolio et qui, à l'image d'éco-emballage, est censé abonder les collectivités pour permettre justement d'atténuer le coût de la prise en charge et du traitement de ces déchets. Mais bon, évidemment, on l'a vu avec l'Allemagne, hein, on est très très loin d'une prise en charge globale par le producteur du déchet. Hein, c'est une petite contribution, on va dire. D'autres questions? Oui, j'avais une question, parce qu'il me semble que et en fait, les cantines dans les écoles et tout ça, ils ont énormément de Oui. déchets. Est-ce qu'il y a des... Alors, c'est le gisement le plus important quand on a enlevé tout ce qui est emballage. Oui, mais C'est-à-dire que quand on a déjà atteint un niveau de tri très performant, effectivement, le biodéchet va être le volume le plus important. C'est surtout un levier facile à mettre en œuvre, facile entre guillemets. Hein. Ça dépend de la typologie, ça dépend de l'organisation. Tout à l'heure, il a été évoqué la mise en place de collectes sélectives spécifiques aux biodéchets. On peut imaginer des multitudes de solutions. C'est Montpellier, je crois, qui est en train de démarrer une opération de ce type-là, avec l'idée, non pas d'incinérer, mais de méthaniser. C'est-à-dire qu'on fabrique du gaz à partir des biodéchets, et on valorise le résidu, enfin ce qui reste, sous forme d'amendements agricoles, rarement pour l'horticulture, enfin pour le maraîchage, c'est plutôt pour... C'est le projet améthyste. Mais il faut faire aussi la distinction avec en ce qui concerne les biodéchets que vous citez. Ce sont des DIB en fait, ce sont des déchets industriels, parce qu'une cantine collective, alors ça peut être dans un contexte particulier assimilé à des déchets ménagers, mais a priori c'est un industriel, donc il n'est pas considéré comme un déchet équivalent, surtout si la redevance spéciale est mise en place. La définition, en fait, je reviens un petit peu sur les définitions de déchets. La différence qui existe entre un déchet ménager et un déchet industriel banal est extrêmement ténue, et un déchet peut migrer. Je prends un exemple. Vous allez avec vos enfants manger dans un restaurant de restauration rapide, vous savez, celui qui a la double arche, et vous décidez de consommer sur place. L'emballage qu'on va vous donner va être déposé dans la poubelle du restaurateur, et ce sera donc un DIB, déchet industriel banal. Si vous achetez le même produit, exactement avec le même emballage, et vous l'amenez chez vous, vous consommez chez vous, et vous le mettez dans votre poubelle, ce même emballage deviendra un déchet ménager. Donc, Ça veut dire ça va même encore plus loin. Au niveau du traitement, de toute façon, ça prend pas... c'est pas le même c'est pas les mêmes payeurs. À l'incinérateur, Ouais. non? Ben, vous savez, toutes ces histoires-là, c'est des histoires d'argent aussi à la fin. Donc il faut savoir qui c'est qui va payer pour recycler ce produit. Et le DIB doit être traité en respect de la loi par l'industriel qui l'a généré. Là, le principe pollueur-payeur, il est direct. Donc le restaurateur doit faire en sorte d'éviter que ces déchets ne finissent directement à l'enfouissement ou sur la toiture valorisée. Alors ça c'est le principe. Hein. Alors que pour le déchet ménager, la gestion des déchets ménagers dépend de la collectivité. Personnellement, je pense, si vous voulez, ça c'est l'héritage des 20 dernières années en gros. Hein. On a mis 20 ans à organiser tout ça. Et personnellement, je pense qu'il faut donner un grand coup de pied là-dedans et que la prévention va nous y aider. On va à nouveau réorganiser tout ça. Parce qu'effectivement, la logique de la cantine, c'est qu'elle vienne rejoindre les déchets de broyage qui est fait par la ville, qu'elle vienne rejoindre mes propres déchets fermentescibles et qu'on les composte dans le quartier. Et qu'on en fasse effectivement un lieu de rencontre, on en fasse un lieu qui génère un amendement qui sera utilisé aussi bien sur le balcon de ma voisine que dans les jardins familiaux du quartier. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est techniquement pas possible dans le carcan juridique et juridico-économique qui est en place. Mais pour en revenir à qu'est-ce que ça change, allez par exemple en Allemagne, aujourd'hui, dans une collectivité qui a mis en place la redevance incitative, donc où les gens vont payer en fonction des déchets qu'ils produisent. Vous allez en caisse au supermarché et vous voyez les gens, au fur et à mesure que leurs déchets passent sur le tapis de caisse, enlever les emballages et les déposer sur place
et en disant au distributeur, en fait le message qui est donné au distributeur, c'est débrouille-toi avec ton truc, moi ça m'intéresse pas, je veux pas ramener ça chez moi, ça me coûte de l'argent. Et ça reste un DIB à ce moment-là. Donc à Dole, on a lancé ça au fin novembre, avec le magasin Cora. Et c'est alors probablement la 3e enseigne en France qui pratique ce genre de choses-là. Les premiers, c'est les Alsaciens, effectivement. Il y en a une autre à Dunkerque, et la 3e, c'est à Dole. Mais toute chose égale par ailleurs, quand ce type de comportement commence à arriver dans les centres de distribution, et que les quantités de déchets s'amoncellent et que la facture de traitement de ces déchets, parce qu'il faut respecter la loi, est extrêmement élevée, le distributeur il commence à avoir un comportement relativement différent avec le producteur, avec son fournisseur de produits. Parce qu'à ce moment-là, lui, enfin, il faut essayer, malheureusement, toujours de ramener les choses dans leur contexte économique. Et c'est extrêmement important de savoir qui est responsable du déchet qu'il génère. Oui, oui. Parce que là, ce serait plus producteur-payeur, mais consommateur-payeur dans ce cas-là. C'est la situation où... Ben voilà, et alors que la loi de 75 définit exactement le principe de pollueur-payeur, le contraire. Le problème, il est bien là, c'est que le cloisonnement, l'organisation des réseaux de distribution, c'est aussi l'allongement. Tout ça, c'est aussi des logiques. Si on était dans des circuits courts où le producteur vous vendait à vous, on ne serait pas dans cette dynamique-là. C'est parce qu'il y a de la logistique, c'est parce que les produits ils transitent, ils traversent 2 fois la planète avant d'arriver dans votre assiette, qu'on en est là. C'est aussi ça qu'il faut avoir en vue. Éco-emballage, ça me fait rebondir ça sur un autre exemple assez intéressant. Éco-emballage, au démarrage, avait fait quelques expériences, parce que les actionnaires d'Éco-emballage, ce sont les producteurs d'emballage, en fait, qui cotisent auprès de cette société pour que l'argent soit redistribué. Donc ils avaient, dans la logique de leur mission qui leur avait été définie, ils avaient essayé de comparer dans quelle proportion on pouvait réduire les emballages, et en particulier ils s'étaient basés sur des yaourts, 4 yaourts, vous savez. Lorsque vous prenez 2 fois 4 yaourts ou 2 fois 8 yaourts, vous êtes obligé de mettre un suremballage carton pour tenir les yaourts ensemble. Mais lorsque vous avez que 4 yaourts, le suremballage est totalement inutile d'un point de vue technique. Il est juste là pour l'esthétique et pour faire vendre le produit. Ils avaient mis les mêmes yaourts au même prix, dans des mêmes positions de rayon, avec ou sans suremballage, par 4. Et le résultat, je crois, les ventes avaient chuté de 40%. Vous comprenez bien que les actionnaires d'Éco-emballage n'étaient pas prêts à prendre le risque de perdre 40% de part de marché en enlevant un suremballage. Et ça, il faut aller jusqu'au bout de cette logique. Il faut bien comprendre que lorsque ma grand-mère, qui est décédée depuis longtemps maintenant, allait chez son épicière dans son village, parce que la grande distribution n'existait pas, et que l'épicière lui disait, avec une boîte de conserve qui avait peut-être même plus du tout d'emballage d'ailleurs, achète ces petits pois-là, je les ai essayés hier soir, ils sont bons. Il n'y avait pas besoin d'avoir un emballage pour que le produit soit vendu, on faisait confiance à son épicière, et sinon on changeait d'épicerie. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'épicière, donc qu'est-ce qui remplace l'épicière? C'est l'emballage. C'est pour ça qu'il y a autant d'emballage en fait. C'est que la grande distribution impose à ce qu'on fasse du merchandising et qu'on présente des emballages le plus vendeur possible. Et c'est pour ça que, par exemple, sur un shampoing, le coût de l'emballage représente 85%, je crois, du coût global du produit. Donc en fait, le shampoing présente pas grand-chose. Il faut réhabiliter les épicières. En fait, un produit résiduel de ce qu'on a consommé, ils sont tous équivalents. En fait, par rapport à nos besoins, c'est aussi la façon de s'interroger quant à nos besoins. L'alimentation, on peut la trouver peut-être plus facilement en vrac et via des circuits courts, puisqu'il y a une poussée de ce côté-là, que certains autres produits. Mais la question des déchets, elle interroge aussi nos modes de consommation et comment on hiérarchise ce dont on a besoin par rapport à des besoins complètement incontournables, qui sont pour ça, voilà, au quotidien, on a besoin de se nourrir, on a besoin de boire et tout. Mais par exemple, en termes d'emballage par rapport aux boissons, il y a une sacrée marge de progression et un sacré levier dans la réflexion sur la façon dont on consomme, si c'est vraiment utile. Parce que je voulais aussi refaire le lien avec les PET et compagnie qui sont à base de pétrole, et quand même la question du pétrole et de l'accès aussi aux ressources finies de la planète, pour reprendre la phrase de Theodore Roosevelt, elle est là aussi, et dans 50 ans, de toute façon, on sera au pied du mur pour décider aussi quelle est la nature des emballages et si on doit aussi continuer à consommer des choses dont on n'a vraiment pas besoin. Parce qu'en même temps, on parlait, excusez-moi. Vous avez une question derrière. Oui. Je ne sais pas si vous voulez une réaction à
Non, je pense pas que ça appelle une réaction. Alors moi j'avais une question, c'est le coût du yaourt là. Est-ce que les yaourts qui étaient par 12 étaient au même prix unitaire que les Oui. yaourts à 4? Enfin, il s'était mis dans les mêmes conditions de vente uniquement pour voir quel était l'impact du suremballage sur le Clairement, c'est public. pas un critère. Le suremballage fait vendre. Enfin, aujourd'hui, les industriels ne se casseraient pas la tête à payer des designers, à investir des sommes phénoménales dans les emballages si ce n'était pas ça qui faisait vendre leurs produits. Et ce n'est possible que parce que le coût de l'emballage n'est pas payé à ce niveau-là. Il est payé ailleurs. Ni le transport. Ni le transport, etc. Oui. Vous parlez de communes reçoivent de l'argent pour la prévention des déchets. Oui. Est-ce que prévention, ça veut dire réduction, incitation à réduire les déchets ou le tri sélectif? Parce que Alors, moi, je vois c'est souvent des une bonne messages question. triés, c'est bien. J'ai jamais vu de message, enfin, en France, on achète un déchet qui n'existe pas. Ah si, ça, la prévention c'est ça. Hein, j'ai essayé de vous montrer à travers une diapo qu'effectivement il y avait le vert, puis après on passait dans le rouge. Le tri il est déjà dans le rouge, c'est trop tard. Le déchet il est là sur la table, on va essayer d'en faire le moins mauvais usage et on va essayer d'en retirer le maximum de valeur. C'est le rôle du tri. Mais le tri n'est pas un acte de prévention. Quand on fait du tri, on est dans la gestion du déchet. La prévention elle est en amont. Hein, elle est au moment de la fabrication, elle est au moment du choix, au moment de l'achat, elle est dans l'évitement, dans la prolongation de la durée de vie, elle est également dans comment dirais-je, une prise en charge individuelle qui ne confie pas la charge de la gestion à la collectivité. C'est le cas des déchets organiques. Celui qui va composter chez lui, eh bien, il n'a pas fabriqué de déchets. C'est-à-dire que les 200 ou 300 000 € que fait avoir Dijon, c'est bien pour agir à ce niveau-là. Ça va permettre à Dijon de recruter un chargé de mission, de travailler là-dessus, peut-être d'avancer sur les couches lavables, voilà. Les couches lavables, c'est 14% de ce qui passe à l'incinérateur. C'est pour ça que c'est aussi un levier. Hein. Un bébé, c'est une tonne et demie par an de couches. Ça marque les esprits. Oui,